Bonjour à toutes et à tous d'être présents ici au Salon La Terre et notre métier. Je suis Jean-Paul Gabillard, je suis secrétaire national au niveau de la FNAB et producteur de légumes en bio pas très loin d'ici sur la région rennaise. On va avoir une première table ronde donc, sur le sujet, sur le changement d'échelle de la bio. On y est, on va l'illustrer concrètement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc nous avons autour de la table des représentants de la distribution, plus particulièrement de la GMS, et puis un producteur, donc je vous les représenterai tout à l'heure, un producteur donc, qui représente une organisation économique de producteurs. Donc 21 fermes de plus en bio par jour depuis le début de l'année, hein, sur les chiffres de l'agence bio. Une demande des consommateurs toujours en croissance. En gros, la bio sort de sa niche. On voit qu'on est vraiment à une nouvelle étape dans la structuration. Et une étape qui va se faire forcément en lien avec les acteurs économiques conventionnels. On n'oublie pas, c'est pas parce qu'ils ne sont pas représentés aujourd'hui, que à la fois les magasins spécialisés, la restauration collective et la vente directe, qui sont un peu les acteurs historiques de la bio. Mais on a souhaité aujourd'hui avoir plus particulièrement cette discussion avec les acteurs de la GMS pour voir un peu leur analyse du marché bio, ce qu'ils souhaitent faire, voir un peu les relations qu'on peut avoir avec eux et sur quel modèle commercial que l'on peut imaginer. Donc je vais tout de suite passer la parole à Samuel, donc, qui est chargé de mission à la FNAB et qui va nous rappeler en quelques chiffres le changement d'échelle, ce que c'est. Merci. Bonjour à tous. Je vais donc vous faire un point rapide sur les chiffres de la consommation, de la distribution et donc de la production. Ces chiffres, vous pouvez les retrouver sur le site internet de l'agence bio. Je vais vite, rapidement, juste quand même vous les présenter pour peut-être introduire en fait le débat qui va suivre. Donc ça, c'est les chiffres consolidés pour l'année 2015. Donc l'année 2015 a été une année historique, à la fois du côté de la production et de la consommation pour les produits biologiques. Sur le nombre de fermes a cru de presque 10% par rapport à l'année 2014. On se retrouve avec environ fin 2015, donc environ 28 800 fermes engagées en bio, ce qui représente 10% des emplois agricoles pour 6,5% des fermes françaises. En termes de surface, la dynamique aussi était très importante, puisqu'on a des surfaces en conversion qui ont cru énormément en 2014. On a 226 000 hectares qui sont en première année de conversion, qui sont engagés en 2014. Croissance donc de 23% par rapport à l'année 2014. Donc des croissances à deux chiffres. Une croissance à deux chiffres qui se retrouve également sur le marché alimentaire avec une croissance de 15% donc du chiffre d'affaires par rapport à l'année 2014. Et donc on est à 5,7 milliards d'euros fin 2015. L'année 2016, et ça c'est les chiffres que l'agence bio a sortis très récemment, confirme la tendance, et la tendance en fait s'accentue encore. On a aujourd'hui un peu plus, presque 32 000 fermes en fait qui sont engagées en bio. C'est une croissance de 10% par rapport à la fin de l'année 2015. Et on atteint aujourd'hui 1,5 million d'hectares de surface engagée en bio avec une croissance très importante de la conversion. Par rapport à fin 2015, on a 40% de croissance sur la conversion et on est aujourd'hui à 260 000 hectares en conversion depuis le 1er janvier, ce qui est en fait presque l'équivalent, voire même plus que l'équivalent des premières années en conversion sur l'année 2015. Donc on a vraiment un rythme qui s'accentue au niveau de la conversion. Et selon les estimations de l'agence bio, à la fin de l'année 2016, normalement, le marché devrait se stabiliser à presque 7 milliards d'euros. Donc c'est des choses qui seront à confirmer quand on aura les chiffres consolidés à la fin de l'année. Mais la tendance est la suivante. Donc on était à 5,7 milliards fin 2015 et on serait potentiellement à 6,9 milliards fin 2016. Quand on regarde un peu plus près au niveau de la production et au niveau des différentes filières, on voit que finalement, là où les surfaces importantes arrivent, en fait, c'est en grande culture. On voit là, tout en bas, vous voyez la pente des grandes cultures qui se dresse très fortement à partir de l'année 2014. Également les surfaces fourragères. Sur les fruits et les pommes, on a un taux finalement de pénétration de la bio qui est déjà important.
avec une croissance qui est quand même significative, mais encore une fois, les surfaces importantes qui vont arriver, c'est sur notamment les grandes cultures. Sur ce qui est les légumes frais, on a une croissance qui est globalement finalement avec un rythme assez stable depuis 4-5 ans. Donc on n'a pas de décrochage au niveau des légumes. Par contre, ce décrochage est vraiment visible sur les grandes cultures. Quand on regarde un peu au niveau des régions, quand on regarde les surfaces engagées 2014 par rapport aux surfaces 2015, on voit que dans certaines régions, ça a énormément cru. C'est le cas notamment de Midi-Pyrénées, par exemple, avec 42% d'augmentation de surface engagée entre 2014 et 2015. C'est également le cas dans d'autres régions. Alors, il faut toujours relativiser ça parce que tout dépend de l'importance de la région en bio à la base. Mais quand même, on a des taux de croissance qui sont à 2 chiffres et sur des régions qui sont des régions importantes de la production bio. Sur l'année 2016, on a ici la répartition des engagements des producteurs, en fait, des fermes, avec les triangles. Ce que ça représente, c'est l'évolution du nombre de fermes par rapport à fin 2015. Et là, on voit vraiment que sur les régions que vous avez citées avant, donc Midi-Pyrénées, Bretagne, Pays de la Loire, le Sud Rhône-Alpes, également le Languedoc-Roussillon, on a des régions qui sont historiquement des régions importantes de la bio et qui sont encore en train de croître sur le début de l'année 2016. Donc les régions qui sont moteurs le sont toujours, enfin qui ont été historiquement moteurs, le sont encore aujourd'hui. Alors on a également des régions où la croissance est intéressante. Sud Pays de la Loire, Poitou-Charentes, également le Nord Aquitaine, où on va, et en Normandie également, où les engagements sont finalement de plus en plus fréquents et à un rythme, un rythme accru. Quand on regarde par production sur l'année 2016 le nombre de fermes qui se sont engagées, c'est ici que vraiment les conversions sont les plus importantes. Et on aura donc en 2017 et 2018 soit des volumes de lait importants, soit plus d'abattage, soit des céréales qui vont arriver sur le marché. Au niveau de la consommation, quand on regarde, donc, comme je vous l'ai dit, fin 2015, le marché s'était stabilisé à 5,7 milliards d'euros avec une croissance de 15%. La croissance s'accélère au premier trimestre. La croissance s'accélère donc au premier trimestre de l'année 2016 avec une croissance de 20% à peu près. Donc avec un marché qui se stabilisera, si les prévisions sont justes, à 6,9 milliards d'euros à la fin 2016. Quand on regarde par circuit de distribution, alors là on voit que c'est les grandes surfaces, c'est la grande distribution qui est en tête avec 45% des parts de marché, mais finalement c'est un marché qui est aussi multicanal et qui est très équilibré puisqu'on a derrière les magasins spécialisés qui fin 2015 avaient 2 milliards de chiffre d'affaires, soit 37% des parts de marché. Donc voilà pour avoir un panorama par circuit de distribution. Donc c'est vraiment les deux premiers, là, les grandes surfaces alimentaires et les magasins spécialisés qui tirent le marché, mais la vente directe est toujours présente et va continuer à l'être selon les prévisions qu'on a. Quand on regarde là sur la croissance au global, sur une dizaine d'années, on voit vraiment que 2014, 2015, 2016 sont des années où l'histogramme vraiment s'agrandit. Et donc on a un décrochage à partir de 2014, alors qu'entre 2011 et 2013, finalement, on était plutôt sur une relative, sur une croissance, mais une croissance qui était moins rapide. Quand on regarde les projections qu'on a pour 2020, là c'est une étude qui a été faite par les Échos. Quand on regarde par circuit de distribution, vous voyez donc en haut, c'est ce qui représente la grande distribution, 47%, 44%, 42%. Donc on a visiblement, selon les prévisions, des parts de marché pour la grande distribution qui vont diminuer, qui vont relativement, pas en valeur, hein. Et ce qu'on voit, c'est que c'est surtout les grandes surfaces, la distribution spécialisée en réseau qui va avoir sa part de marché augmentée à horizon 2020 avec une relative stabilité là, de la vente directe à hauteur de 14% des parts de marché. Donc voilà à peu près les prévisions qu'on peut avoir sur les 5 prochaines années, à voir si ça sera confirmé par les chiffres, mais c'est les prévisions que font les Échos. Et enfin, pour terminer, pour vous parler un peu type de produits, la GMS est largement en tête sur ce qui concerne les produits grande consommation, type lait, œufs, produits laitiers, où là on voit qu'ils ont largement plus de la moitié des parts de marché.
Au niveau des fruits et légumes, c'est plutôt les magasins spécialisés qui sont en tête, même si ils ne dépassent pas les 50%, c'est eux qui sont en tête en termes de chiffre d'affaires. Et sur la viande, c'est principalement en grande surface, ou en tout cas en majorité en grande surface, qu'on fait ses achats en viande bio. Mais finalement, le pourcentage est quand même moins élevé que sur la crèmerie. Donc voilà un peu sur les types de produits. Globalement, ce qu'on peut dire sur la force de chacun des circuits de distribution. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Et je laisse la parole à Jean-Paul. Merci Samuel. Donc, on va commencer cette table ronde. Je vais m'adresser tout d'abord à Philippe Bernard. Donc, vous êtes directeur des partenariats avec la PME et le monde agricole chez Carrefour. C'est bien ça? Bonjour, oui, tout à fait, c'est cela. Alors, la bio chez Carrefour, est-ce que les chiffres qu'on vient de voir là se confirment chez vous? Cette progression, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle pour le monde agricole qui, vous le savez, aujourd'hui vit des crises importantes. Donc ça veut dire qu'il y a, d'une façon générale, une opportunité pour l'agriculture française. Quand je dis opportunité, dans le bon sens du terme. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est comment on va gérer cette croissance, à la fois en amont, mais également du côté consommateur, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des attentes de la part du consommateur et qu'il faut aussi savoir satisfaire sur un ensemble d'aspects, notamment sur la qualité du produit. Et puis ensuite, donc, il faut, et je pense que c'est l'intérêt de journées comme celle organisée par la FNAB, qui est donc de faire rencontrer l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse avoir un pilotage on va dire, maîtrisé de l'ensemble du développement. Donc c'est comment on pilote la coïncidence de l'offre et la demande pour que cette dynamique qu'on a aujourd'hui puisse s'inscrire aussi sur la durée. D'accord, donc par exemple vous avez été les pionniers sur la boule bio. Concrètement aujourd'hui, quelles sont les relations que vous pouvez avoir soit avec des moulins, soit avec des organisations de producteurs de céréales? Est-ce qu'il y a déjà en termes de filière des choses qui se font? Alors, donc effectivement, on a en 1992, donc c'était il y a 25 ans, donc développé les produits biologiques chez Carrefour. Donc je souligne que c'était une époque où on ne parlait pas de mode du bio. Hein, donc ça correspond vraiment à une démarche de fond, une démarche de conviction. Et donc le projet initial, c'était développer un produit bio et de qualité. Et on a démarré donc avec un moulin, et qui 25 ans après est toujours notre partenaire. Donc après, avec l'augmentation, enfin, le développement des ventes, on a développé donc une relation avec d'autres moulins, des moulins en France, et donc avec un réseau d'agriculteurs donc en France. Et donc voilà, c'est une relation qui dure donc depuis 25 ans, et c'est ce qui a d'ailleurs ensuite défini la façon dont on voulait travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière de l'agriculture biologique. D'accord. Au niveau de la FNAB, on a adopté une charte au printemps dernier, notamment avec un volet économique sur lequel on parle de relocalisation, d'équité dans les échanges commerciaux, transparence des marges. Est-ce que concrètement ça vous parle? Est-ce que vous pouvez imaginer des choses, des relations comme ça avec des groupements de producteurs? Aujourd'hui, de fait, cette relation, parce qu'en fait ce que vous évoquez, c'est une relation gagnant-gagnant. Hein, c'est de faire en sorte que quand je suis producteur, quand je suis transformateur et quand je suis distributeur, chacun puisse vivre de son activité, qui est la condition sine qua non pour que les choses puissent perdurer. Donc c'est ça en fait le fond du sujet. Et donc ce qu'on a initié chez Carrefour, donc c'est cette relation. Quand je vous dis qu'on a une relation depuis 25 ans, je pourrais prendre l'exemple dans le fruits et légumes. Hein, on a dans la Manche des producteurs avec qui on a une relation directe, avec qui on discute directement. On a ce partenariat depuis 19 ans. Depuis 19 ans, ils se sont développés. Ils ont pu même développer leur propre outil de conditionnement. Bon voilà, ça ne peut pas se faire si à la base, il n'y a pas cette relation équitable. D'accord. Merci. On va passer la parole à Luc Descott, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc vous êtes acheteur national fruits et légumes chez Auchan.
Un peu comme pour Carrefour, chez Auchan, en termes de bio, comment ça se passe? Chez Auchan, le bio, ça existe depuis bien longtemps aussi. Je pense qu'on doit être à peu près dans les mêmes eaux, 20-25 ans. Ça avait démarré aussi au moment de la vache folle, où toute la filière bœuf bio s'est mise en place à Auchan. On était un petit peu pionniers dessus. Alors, je vais pouvoir aller un peu fruits et légumes, parce que je suis plus fruits et légumes. Olivier Pajot, qui est responsable de l'ensemble des services, ne pouvait pas venir. Sur le fruits et légumes, ça fait maintenant 12 ans que j'ai repris le dossier. On a démarré avec 3 grossistes pour livrer au champ. Aujourd'hui, c'est 65 producteurs français, c'est une trentaine de producteurs espagnols. Donc aujourd'hui, on va directement et on crée des partenariats avec les producteurs. C'est-à-dire qu'on s'engage sur des volumes, sur des prix, sur des opérations, sur des quantités. On travaille les packaging, on travaille l'innovation aussi, parce que je pense que la bio, c'est bien d'offrir au client une pomme de terre, mais si on peut lui offrir 5 variétés de pommes de terre en bio, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur toute la gamme justement pour aller chercher nos consommateurs avec des gammes différentes. Et donc nos partenaires aujourd'hui sont capables de planter ou de tenter des choses avec des nouveaux produits. Et ce qui nous permet sur une année courante d'être aux alentours de 200 références en fruits et légumes bio sur l'année. Donc on a fait un grand pas là-dessus et on a vraiment envie de développer. Donc il y a vraiment des partenariats, des filières qui se créent. Et derrière, nos filières avec nos producteurs ont une production et on a aujourd'hui la capacité de mettre ces producteurs en relation avec nos fournisseurs ou de jus de fruits ou de surgelés. Alors on a le cas en carottes bio, où aujourd'hui notre producteur de carottes bio, on l'a mis en relation avec notre fournisseur de marque distributeur jus de carotte, et donc maintenant on a du jus de carotte bio au champ, et on sait d'où vient la carotte de ce jus de carotte, et c'est un jus de carotte français. Même chose sur le surgelé. Et donc notre producteur peut écouler 100% de sa marchandise quasiment, de la première gamme au surgelé au jus. Et donc c'est vraiment vertueux et on arrive à vraiment avancer sur des dossiers très intéressants là-dessus. Et on l'a fait sur de la pomme, on l'a fait sur de la courge et ça permet entre les services aussi d'échanger par rapport à nos producteurs. Et c'est pareil, tous ces producteurs aujourd'hui, ils ont entre 10 et 5 ans d'ancienneté avec nous et ça se développe plutôt bien. Donc vous qui êtes sur le fruits et légumes, il y a une forte saisonnalité. Est-ce que justement vous êtes plutôt partisan de proposer des fruits et légumes en permanence, ça veut dire la tomate 12 mois sur 12, ou est-ce que vous essayez de retravailler ça aussi en interne et le fait d'être sur la relocalisation va aussi faire que ces fruits et légumes ne seront pas disponibles en France? Est-ce que vous travaillez le bio comme le conventionnel avec du coup une dispo 12 mois sur 12? Alors aujourd'hui, oui, on travaille sur une dispo du bio 12 mois sur 12. On a une demande du client, on y répond. Maintenant, la démarche qu'on fait avec nos producteurs espagnols ou italiens est la même que celle qu'on fait avec nos Français. Donc il y a vraiment une démarche de développement durable pour le faire. Mais il ne rentre pas en concurrence. On a vraiment un parti pris sur l'origine France pour développer l'origine France. Et aujourd'hui, je pense que pour développer notre volume en origine France, il faudrait qu'on rallonge les saisons. Parce qu'en saison, aujourd'hui, on commence de la courgette française en mars, on va terminer en octobre ou en novembre. Donc, par justement des planifications et des organisations, on arrive à allonger cette période. Mais par contre, en hiver, oui, on a toujours une demande du client sur ce produit. Donc, on y va. La gamme est réduite. Au lieu d'avoir cette variété de tomates, on n'en aura que 2. Mais ça reste quand même un des 20-80 et ça reste dans le top 10 des produits bio. Donc, le consommateur l'attend. On y répond et on ne perturbe pas, ça ne rentre pas en concurrence directe avec la production française à ce moment-là. Et la tomate espagnole, par exemple, ne sert pas de base de prix quand la tomate française arrive? Bien sûr que si. Non, je rigole. Non, c'est complètement détaché dessus. Et ce qui est surprenant, justement, c'est qu'on s'aperçoit que de commencer les saisons un peu plus tôt sur du fruit ou du légume permet de lancer la campagne française beaucoup plus vite. Et le jour où on bascule, tout est implanté et le changement de prix, qui est des fois assez important, mais important ou pas important, on n'a pas de grosses baisses de vente parce que tout d'un coup, on a doublé le prix parce qu'on est passé en origine France. Bon, je choque en disant doubler le prix, mais ça peut arriver des fois. Des fois, il n'y a pas ça et des fois. Mais on voit qu'il y a une continuité dans la vente et le client notre client, en tout cas, n'est pas choqué. Mais on a un client peut-être un petit peu atypique en hyper. Je ne sais pas si chez Carrefour c'est un peu la même chose, mais on a plutôt des gens qui découvrent la bio au fur et à mesure dans leur parcours de course.
Sur par rapport à la charte FNAB, en termes justement transparence de marge, relation avec les organisations de producteurs, est-ce que ce sont déjà des choses que vous faites? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Oui, aujourd'hui, alors j'ai pris quelques notes parce qu'il n'y a pas que le fruits et légumes, donc je me suis renseigné un petit peu, mais sur la charte, sur différents points, sur l'interdiction des OGM, ça on l'a fait, même en conventionnel, sur tous nos produits MDD, on a interdiction des OGM. Sur l'autonomie d'exploitation, sur l'alimentation animale, on sait que c'est primordial pour la durabilité des produits, donc on s'y engage. Au niveau des énergies renouvelables, ça on l'a fait depuis longtemps. On a nos producteurs bio qui le font, mais aussi tous nos conventionnels sont dans la même démarche. On sait que avec notre filière sur le veau de l'Aveyron, quasiment tous les producteurs ont du photovoltaïque ou des choses comme ça. Sur le bio, on a de la carotte où il y a de la méthanisation, où il y a du solaire. On a la même chose sur de la pomme, sur beaucoup de producteurs qui travaillent justement sur ce côté énergétique, et ça se développe beaucoup. Le développement de nos filières, il se fait également de manière durable et cohérente. On sait s'engager dans le dossier du lait avec un revenu minimum et un prix minimum au-dessus du marché. On a contractualisé le prix pour permettre à cette filière de vivre justement et de perdurer. Parce que le problème aujourd'hui sur ces produits-là, c'est la pénurie. Et donc il faut qu'on trouve le moyen de combler cette pénurie. On a un client qui veut avoir le produit disponible en permanence, et donc à nous de tout faire, notamment en rémunérant correctement et en faisant durer les entreprises, c'est surtout ça. Parce que la question aujourd'hui de cette charte, c'est qu'est-ce qu'on met dans 10 ans dans nos magasins? Donc on peut s'amuser à presser et à égorger tout le monde. Par contre, demain, il n'y aura plus rien dans les magasins. Donc c'est vraiment pas l'intérêt et c'est pas notre philosophie. Et je pense que c'est la philosophie de personne aujourd'hui au niveau de l'agriculture. Voilà, et quant aux approlocaux aussi, ça c'est un point important qu'on essaie de développer. Il y a des freins aussi par moment pour la disponibilité du produit, le côté rupturiste, mais dans la mesure du possible, on essaie d'être le plus local possible et le plus régional. Merci. C'est un peu la question que je voulais poser aussi à Philippe Bernard sur la relocalisation. Est-ce que la relocalisation peut être compatible avec déjà des achats centralisés, par exemple, et les politiques de plateforme? Alors, quand on utilise le terme de relocaliser, ça voudrait dire qu'on a délocalisé. Je crois qu'il faut bien qu'on s'entende sur les termes. Aujourd'hui, une enseigne comme Carrefour a toujours donné la priorité à la production française. Quand la production française est disponible, on prend avant tout la production française. S'il y a un manque sur le territoire français, effectivement, il y a de l'importation. Maintenant, un travail de filière, ça veut dire effectivement faire une planification sur l'avenir. Puisqu'en plus en bio, on a 2 voire 3 ans de reconversion en fonction des cultures. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on parle de changement d'échelle, effectivement, si on ne planifie pas pour les années à venir de façon forte, on va avoir quelques soucis. Parce qu'on a vu dans les tableaux, il y a certaines productions où je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes de couverture des besoins. Pour d'autres filières, ça va être un peu plus compliqué si on veut répondre à la demande. Donc il y a une production française. Dans l'origine française, il y a aussi de se dire on va de plus en plus raisonner à une dimension régionale, voire à une dimension locale. C'est ça en fait aujourd'hui, c'est donc d'avoir un mouvement qui va de plus en plus vers une notion de proximité. Après, juste par rapport à ça, est-ce que, excusez-moi, mais sur la notion de proximité, est-ce que ça peut être quelque chose qui passe avant le prix, par exemple? Bien sûr. La preuve, parce qu'aujourd'hui, si on ne raisonnait que sur le prix, on serait beaucoup moins sur de la production française. Donc le fait d'être en production française, on a un vrai parti pris qui est effectivement de dire, on paye plus cher pour avoir une production française. Mais c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas qu'on parle que du bio, il faut qu'on parle de l'agriculture biologique. C'est bien aujourd'hui une démarche qui est globale. Elle ne peut pas se résumer. Et le changement d'échelle, ça va être aussi ça, à mon avis, l'enjeu de demain. On ne peut pas raisonner uniquement au niveau du produit, mais raisonner au niveau du système, d'un système global. J'ai mon produit, j'ai mon système de production, j'ai des enjeux sociétaux, j'ai des enjeux d'environnement, donc les kilomètres parcourus, etc., etc. Donc il va falloir prendre cette problématique dans sa globalité. C'est ce qu'on a commencé à faire, mais maintenant il va falloir continuer sur ce chemin-là.
Merci. On va passer la parole à Mathieu. Donc Mathieu Lancry, donc président de Norabio, donc sur la partie plus amont. En 2 mots, Norabio, c'est quoi? Bonjour à tous. Donc Norabio, c'est 140 producteurs qui résonnent sur les Hauts-de-France, donc Nord-Pas-de-Calais, Picardie. On est essentiellement sur des fruits et légumes. On va finir l'année avec 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est une vingtaine de salariés. Un conseil d'administration d'une dizaine d'administrateurs. Et on va du bio-cabas, c'est-à-dire un panier hebdomadaire distribué à des particuliers, jusqu'à la transformation de nos produits en chips ou purées pour notamment Biocop, mais pas que, à entre-deux de marchés d'expédition nationale pour Rungis par exemple, à de la distribution régionale en RHD ou à des magasins spécialisés, ou depuis 1 an et demi à des enseignes en GMS, mais localement, avec une marque qui s'appelle Bio de Maincoin. Voilà, donc on est vraiment sur l'ensemble de la filière, et on a nos adhérents, c'est des adhérents d'1 hectare en maraîchage jusqu'à des polyculteurs de 200 hectares qui sont plutôt sur des cultures légumiers de plein champ, 5-10 hectares de pommes de terre ou de carottes ou de betteraves, quoi. Donc on a vraiment une diversité importante. Justement, par rapport à ça, par exemple, en termes de prix, est-ce que le prix d'achat est le même à quelqu'un qui fait 3000 mètres de carottes qu'à quelqu'un qui fait 30 hectares, et c'est la même destination? Alors jusqu'alors, en fait, on était quand même essentiellement sur les maraîchers étaient plutôt destinés à faire du marché de gros, donc expédition avec Biocop ou sur Rungis, et les polyculteurs étaient plus sur ce qu'on appelle des contrats avec des intermédiaires qui revendent de toute façon les carottes en GMS. Aujourd'hui, on est en train de passer sur un système de mutualisation complet avec une prime ou une surprime au premier tonnage de carottes, de pommes de terre, de betteraves, etc., pour justement éviter ces problèmes de concurrence potentielle entre un maraîcher et des polyculteurs, sachant qu'aujourd'hui, en fonction des cultures, on a eu par exemple l'année dernière des problèmes où en fait on manquait de pommes de terre sur le marché de frais, et qu'on a réorienté des volumes sur le marché de frais, mais en faisant bien attention de justement éviter que les maraîchers en souffrent, quoi. Donc c'est une coordination, c'est une planification. On a embauché une responsable de planification à l'échelle de la coopérative pour justement faire attention à ça, et on avance de plus en plus vers des prix mutualisés où en fait la carotte, qu'elle soit produite par un maraîcher ou un polyculteur, on a le même prix sur les premières tonnes, mais un prix assez élevé. Au-dessus, ça diminue, et ensuite quand on stocke, ensuite quand on conditionne, ensuite voilà, c'est des prix différenciés pour que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on puisse continuer à développer la commercialisation de nos produits en fonction des orientations GMS, Biocop et autres. Et alors par rapport à la charte FNAB, comment au sein d'une COP on arrive à l'appliquer ou à essayer de s'en inspirer pour faire évoluer l'ensemble des adhérents? Alors, Norabio a grandi fortement depuis 2-3 ans. On a doublé le chiffre d'affaires depuis 2014, 2013, 2014. Et ce qui fait qu'en 2015, on s'est reposé la question de notre projet politique au sein de la coopérative. Pourquoi des maraîchers d'1 hectare étaient avec des arbaux de 5 hectares et des polyculteurs de 200 hectares? C'était quoi l'objectif de tout ça? Donc on a retravaillé sur notre projet politique, on a défini un projet stratégique qui va être mis en application à partir de l'automne. Et en fait, globalement, la charte de la FNAB, ça correspond à ce qu'on a défini en termes de transparence, en termes de façon de faire du commerce, en termes de partenariat choisi, voilà, en termes de solidarité entre les producteurs. Tous ces éléments-là, de toute façon, c'est dans notre génétique de producteurs bio et d'organisation 100% bio. Donc on est tout à fait en accord. Et je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça clarifie aussi la position des uns et des autres, entre des producteurs qui avaient un peu de bio, mais voilà, qui ne voulaient pas aller plus loin. Aujourd'hui, on a encore peut-être dans les 140 producteurs une dizaine ou une quinzaine d'agriculteurs qui n'ont jamais été jusqu'au bout de leur conversion. À partir de 2017, ces gens-là, soit ils choisissent de convertir entièrement, soit ils sortent de la coopérative, parce qu'on n'a pas vocation non plus à accompagner et à soutenir des producteurs qui le font qui vont pas jusqu'au bout de la démarche, parce que notre démarche elle est cohérente, et du coup ça doit être pour 100% de la ferme, mais pas que pour 50%. Ok, merci. Je vous propose de passer à des questions de la salle. Je me présente, je m'appelle Jérôme Dehonde, je suis paysan bio installé dans le Maine-et-Loire, pas très loin d'ici, et par ailleurs porte-parole du mouvement interrégional des AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ma question est toute simple. Que faites-vous concrètement pour pouvoir faciliter l'installation de la génération d'agriculteurs de demain en agriculture biologique et, si possible, paysanne?
Luc? Alors aujourd'hui, on parle de 65 producteurs. C'est le marché qui nous fait que il m'en faudrait un petit peu plus, mais je ne peux pas non plus les démultiplier et avoir 500 ou 1000 producteurs en termes de logistique, d'organisation. On a la contrainte de l'emballage qui est aussi un souci chez nous dans la grande distribution, hein, parce que quand quelqu'un produit, c'est bien, mais pour qu'on le vende, il faut qu'on l'emballe. Donc ça, c'est une des contraintes aussi, avec des volumes, avec une régularité et avec une qualité produit plutôt constante, parce qu'on a malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, des clients qui nous réclament ce produit-là. Donc ça, c'est vraiment un des points importants. Par contre, dans l'accompagnement, aujourd'hui, on a des producteurs, des gens qui viennent avec des projets intéressants, et j'en ai 3-4 qui sont venus avec des projets intéressants. On les a accompagnés, on s'est engagés, et on a construit. Et aujourd'hui, ça marche et ça tourne. Donc on ne peut pas travailler avec tout le monde, ça c'est sûr, malheureusement, mais on essaie d'y contribuer, même si à notre petite échelle, on essaie d'y contribuer et d'avancer dans ce sens-là. Il y a une table ronde, enfin une conférence demain là, sur justement la logistique du changement d'échelle. Je pense que nous, à l'échelle d'une coopérative comme la nôtre, je l'ai dit tout à l'heure, on a des adhérents qui ont 1 hectare. Ils sont pas taillés pour répondre à la GMS tout seuls, ça c'est clair. Collectivement, l'avantage qu'on a, c'est que justement, on peut orienter certains types de producteurs ou productions sur des magasins soit spécialisés, soit locaux. C'est-à-dire que les haricots verts d'Intel peuvent aller sur le Carrefour Contact de là, ou le Auchan Drive, ou le Auchan... Voilà. Très localement, par contre, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas fournir la plateforme, ne serait-ce que déjà Biocoop, on ne sait pas parce que c'est des volumes plus importants. En l'occurrence, que ce soit Carrefour ou Auchan, on ne sait pas non plus. Mais donc, je pense que par contre, localement, on peut vendre les haricots verts de Intel sur les magasins locaux. Nous, on travaille aussi beaucoup avec la RHD et sur les paniers, enfin avec le Biocaba. Voilà, ce type de volume, nous on a quand même pas mal de producteurs qui démarrent leur installation en faisant ces productions parce qu'ils savent bien la faire. Parce que faire 40-50 légumes, c'est pas forcément évident au démarrage à maîtriser l'ensemble. Et il vaut mieux parfois en faire un peu moins et pas se spécialiser complètement, mais au moins en faire 2-3 de manière un peu plus importante pour justement assurer une trésorerie. Il y a une question. Derrière nous, on a toute la logistique avec un grossiste avec qui on travaille, qui nous fait la ramasse, qui nous fait le dispatching pour revaloriser, pour la redistribution locale. Voilà. Et ça, c'est en termes de service à l'adhérent, pour nous, c'est quand même important. Et ça permet, alors certes, ça ne règle pas le problème du foncier, tout ça, hein, ça c'est encore autre chose, mais au moins sur une partie de mise en route d'un porteur de projet qui veut s'installer en maraîchage ou même sur d'autres productions, c'est quand même intéressant d'avoir ce type de solution. Je pense que le prix ne peut pas forcément résoudre tout. Il en résout une partie, puisque si on voit la conversion massive qu'il y a en ce moment sur le bio, c'est bien parce que je pense que les agriculteurs s'y retrouvent davantage. Donc est-ce que ce mouvement-là va aussi tirer, c'est un peu ma question, est-ce que ce mouvement de conversion-là qu'on observe en ce moment ne va pas tirer aussi globalement la lumière sur ce métier et redonner un petit peu l'envie aux gens de devenir agriculteurs paysans? Au niveau du réseau FNAB, on a fait une campagne de communication agriculteur bio, un métier loin des préjugés. Et c'est très intéressant parce qu'en tournant, on se rend bien compte qu'il y a vraiment des gens pour qui le retour à la terre est vraiment important. Et aujourd'hui, dans les différents BPREA qui peuvent former au métier d'agriculteur bio, ils sont complets, quoi. Donc des vocations, il y en a. Après, il y a des aspects fonciers qui sont parfois compliqués, quoi. On va prendre une dernière question, je suis désolé. J'ai une question du coup, pour monsieur qui représente Auchan en particulier, c'est une de vos interventions qui m'a fait tiquer. Vous avez parlé de saisonnalité, de produits qui viennent d'Espagne et d'Italie quand ce n'est pas disponible en France, et vous avez parlé de la volonté du consommateur à plusieurs reprises. Est-ce qu'il faut absolument avoir des produits qui viennent d'un autre pays juste parce que c'est la volonté du consommateur, parce que ça fait 40-50 ans que c'est disponible, et de plus en plus grâce à la mondialisation? Est-ce que ce n'est pas le moment, vu qu'on est sur d'autres paradigmes et que la saisonnalité c'est quand même une des revendications aussi du monde bio en général, de resaisonnaliser les achats, est-ce que ce n'est pas le moment d'éduquer un peu différemment le consommateur et de ne pas proposer de tomates bio, peut-être sur la moitié nord de la France, je ne sais pas, pour l'Alsace par exemple, hors saison, pour lui faire comprendre que ce n'est pas un produit qu'on doit trouver toute l'année. Voilà. Merci. Là, on rentre un peu dans la philosophie par moment, mais en même temps, la tomate bio, si on fait pas de tomate bio si on fait de la tomate bio que dans le nord, que quand ça pousse, on ne va pas manger souvent de tomates bio.
Donc c'est là où, maintenant, quand ça vient d'Espagne, d'Italie, c'est pas non plus le bout du monde. Donc qu'on fasse venir des choses d'Amérique du Sud, c'est peut-être plus discutable. Maintenant, l'Espagne, l'Italie, les pays limitrophes, c'est quand même un marché européen qui se développe. Et je pense que des producteurs français aussi sont heureux de vendre à l'étranger, d'exporter aussi. Donc il y a un rôle d'échange et je ne pense pas que ça mette en concurrence. Là, c'est plus de l'éthique ou de la philosophie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais le produit de saison, dans quelle mesure, jusqu'où on va de saison, quoi. Est-ce qu'une serre bretonne chauffée tout l'hiver, est-ce que c'est un produit de saison? Alors, c'est pas en bio, mais c'est en conventionnel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En fait, c'est un moment, est-ce qu'on accepte la rupture sur un produit? Voilà, et de savoir l'expliquer et dire bah non, l'hiver il y a aussi d'autres produits qui poussent. Enfin, un certain nombre de magasins spécialisés bio le font en disant bah non, de la tomate au mois de janvier écologiquement c'est pas intéressant. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail de pédagogie derrière, mais c'est aussi comme ça qu'on va sans doute évoluer. Je vois Philippe Bernard qui veut réagir. Enfin, effectivement, il y a un vrai sujet sur la pédagogie et l'information auprès du consommateur. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, quand on parle de changement d'échelle, ça va être d'expliquer au consommateur la valeur du produit et comment se construit la valeur de ce produit. Ce matin, on était chez Yves Simon, producteur de lait à côté. Tout ce qu'il a expliqué, donc, qui nous permet de comprendre pourquoi le lait va avoir tel prix, parce que il est sur une vache. Pardon ? Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu loin du micro. Donc ce matin, nous étions chez Yves Simon, qui est un éleveur de lait d'ici, qui nous a expliqué comment sa ferme fonctionnait. Donc il nous a par exemple expliqué qu'avec ses Holstein, il était plutôt sur un rendement à 7000 litres et non pas à 9000 litres sur des élevages classiques. Ça, c'est ce qu'il va falloir vraiment qu'on continue à expliquer et qu'on arrive à faire comprendre aux consommateurs pour qu'ils puissent percevoir la vraie valeur du produit bio. Quand on parle de carottes, quand on sait qu'il y a 300, 400, voire 500 heures d'heures de travail pour le désherbage à l'hectare, ça permet de comprendre la valeur des produits. Et ça va être, je pense, un vrai défi, parce qu'on va régulièrement nous poser la question, mais oui, le bio se développe, donc il y a de plus en plus de volume, donc forcément les prix vont baisser. C'est forcément mécanique. Et donc, si on ne veut pas tomber dans ce travers, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, voilà, il y a effectivement, et c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble, parce qu'il faut arriver à trouver aussi la bonne formulation. C'est comment la problématique qu'on a aujourd'hui au niveau de la production agricole, on puisse arriver à la traduire auprès du consommateur. Merci. Alors, une toute dernière question très courte, et ensuite on passe à la deuxième table ronde. Josette Fournier, je suis porte-parole de l'Association des agriculteurs bio de la Drôme. Vous semblez adopter une éthique à peu près comparable à la charte FNAB aux produits biologiques, à votre commerce avec les produits biologiques. Si vous l'adoptez à tous les produits agricoles, qu'est-ce que va être la part du bénéfice destinée aux actionnaires? C'est important qu'on entende quelque chose de cela. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on devait être sur des démarches gagnant-gagnant. Donc j'ai pas expliqué qu'il y avait un maillon qui ne devait pas gagner. C'est pas du tout ça que j'ai expliqué. J'ai dit que justement on devait avoir un pilotage pour que tout le monde gagne. Parce que de toute façon on est dans un écosystème. Et s'il y a un maillon qui disparaît dans l'écosystème, c'est l'ensemble de l'écosystème qui se crispe. Donc il faut que effectivement tout le monde puisse s'y retrouver. Et on a l'opportunité en bio, si on gère correctement l'offre, la demande, le modèle de développement, parce qu'aussi il faut, il ne faut pas que l'augmentation des volumes nous fasse aussi quitter les bases fondamentales de l'agriculture biologique. Donc que ça soit gagnant pour tout le monde. Pour tout le monde, oui, y compris pour ceux qui sont actionnaires, y compris pour des actionnaires d'une coopérative de consommateurs. Bien, je vous remercie. Donc alors je vais vous demander, messieurs, si vous voulez bien quitter vos sièges confortables. Merci à vous.
Donc je vais demander aux 3 autres intervenants de rejoindre la scène. Ronan Levelli, donc de l'INRA. Stéphanie Pajot, productrice de lait Loire-Atlantique et présidente de la FNAB. Et Florent Gull, nouveau directeur de l'agence bio. On va commencer directement par Ronan. Merci. Merci beaucoup et merci de cette invitation à réagir un peu à chaud. Donc, merci aussi ceux qui ont posé des questions, ça m'a permis d'écrire ce que je vais quand même raconter. Évidemment, ici, le script de cette conférence, de cet atelier, plutôt de cette discussion, tout le monde l'aura décrypté. Vous l'avez vu ici, des chiffres de la croissance de la bio qui sont d'abord présentés par tout le monde comme une bonne nouvelle, croissance de la vente, croissance donc de la consommation, de la production. Bonne nouvelle sans doute, nous a dit aussi le représentant de Carrefour, également sans doute pour le monde de la distribution qui peut ainsi renouveler ses gammes, satisfaire ses consommateurs, ainsi de suite. Mais immédiatement, tout plein d'interrogations qui sont plus que sous-jacentes et qui s'expriment dans les questions du public, les questions au fur et à mesure de l'exposé aussi. Lorsque on avait discuté avec Julien de la FNAB, de l'organisation de cet atelier, moi c'est vrai que je trouvais que c'était une bonne idée de plutôt ne pas réinviter une fois de plus, désolé s'il y en a qui sont dans la salle, Biocoop ou les partenaires habituels du monde de la bio, mais de donner la parole, et d'ailleurs le terme a été utilisé, d'engager l'échange avec les acteurs qu'on qualifie parfois d'acteurs conventionnels. Je crois d'ailleurs le terme a été utilisé. Parce qu'évidemment, dans cette période forte de croissance de la bio, on voit aussi que le rôle de ces acteurs, même s'il n'est pas unique, ça a été rappelé aussi par une question, par les statistiques aussi, ces acteurs ont un rôle prépondérant. Et des organisations de producteurs bio comme Nora Bio, ces acteurs font partie aujourd'hui de leurs clients. Et je veux dire, il y a une logique très simple de croissance, de réponse à la croissance du marché. Interrogation parce que, évidemment, notamment dans le réseau FNAB, ces acteurs n'ont pas toujours bonne presse au vu de leurs pratiques, au moins dans le monde agricole conventionnel. Et vous aurez remarqué comme moi, tout le travail, enfin, je trouve, d'une certaine façon, c'est plus difficile pour eux de venir s'exprimer, de devoir à chaque fois affirmer ses bonnes intentions, alors qu'a priori, on devrait quand même pouvoir les accueillir en disant non, bah non, il faut à chaque fois dire nous, on fait ça depuis 1992, on est dans une... Bon. Donc, évidemment, le script de l'interaction, il est celui-là, celui d'une opportunité, d'un espoir, mais aussi d'une méfiance. Alors, donc moi, je suis sociologue, je travaillais sur toute une série d'évolutions un peu comparables, notamment aussi dans le monde du commerce équitable. J'ai observé, pu lire plutôt ce qui a été raconté dans d'autres pays où on a déjà connu la croissance de la bio. Qu'est-ce qu'on peut, a priori, retenir comme enseignement concernant le futur? Alors, évidemment, je n'ai pas ici de prévision fiable à vous donner, mais quand même, ce contexte de changement d'échelle, pour moi, il y a 3 enjeux qui me semblent ressortir d'expériences comparables. Le premier, d'ailleurs les 2 premiers, je dirais que ce sont des enjeux en termes de règles. J'ai tendance à dire par provocation, peu importe finalement les intentions des gens, peu importe qu'ils cherchent à rémunérer aussi leurs actionnaires, peu importe qu'au contraire, il n'est pas ses actionnaires. Bon, finalement, pensez aussi au débat peut-être sur les nouveaux installés en bio, est-ce qu'ils sont tout aussi militants que les autres, ainsi de suite. Bon, c'est pas inintéressant, mais l'enjeu central quand même dans toutes nos histoires, c'est plus une histoire de règles, un enjeu au terme des règles. Et donc, premier niveau de règles, les règles qui sont établies dans les relations commerciales entre les producteurs ou les organisations de producteurs et ces transformateurs, ces industriels, ces distributeurs. Et c'est ça, de mon point de vue, auquel il faut être attentif et qu'il faut observer, nous, pour acteurs de la recherche, mais sur lesquels il faut... je veux dire, peser, faire attention, être attentif de tout point de vue lorsqu'on établit ces partenariats, que tout le monde souhaite être gagnant-gagnant.
Les règles ici, elles ont été évoquées. La question, par exemple, de la priorité du prix par rapport à une autre règle qui peut être une règle d'approvisionnement régional ou local, c'est clairement une règle simple, mais qui fait complètement changer la face du marché, hein, et notamment la possibilité d'avoir des prix rémunérateurs pour les bio en région. Autre illustration de cela, dans quelle mesure les producteurs ou leurs organisations sont visibles sur les produits lorsqu'ils sont commercialisés dans les enseignes en question. Évidemment, s'ils sont visibles, mais au-delà d'une petite photo, hein, visibles en tant que telle organisation de producteurs, en expliquant finalement un peu son histoire, ce qu'on peut voir sur certains produits du commerce équitable, d'ailleurs pas tous, s'ils sont visibles comme cela, ça rend quand même la relation a priori plus solide et les producteurs moins substituables. Bon, il a été beaucoup dit, on fait des relations gagnant-gagnant. Oui, sous réserve qu'on n'ait pas la possibilité de, si on n'en est plus tout à fait content, de changer de producteur pour refaire du gagnant-gagnant avec un autre. Ici, si on a établi des partenariats dans la durée et où finalement, par un certain nombre d'investissements croisés, on se lie un petit peu les mains en se disant, bah maintenant, il va falloir trouver des solutions. Certes, nos prix sont peut-être trop élevés, notre qualité ne convient pas, mais ok, on va faire des efforts. Certes, on est plus cher que les Espagnols, mais vous allez continuer à nous acheter. C'est ces formes-là de règles, hein, de partenariat qu'il s'agit de mettre en œuvre. Règles aussi au sein des organisations de producteurs. Alors, mon sentiment, c'est que dans ce contexte de changement d'échelle et avec ces nouveaux types de partenariats ou de débouchés, c'est rarement des producteurs individuels, peut-être si machin avec le Super U du coin, mais là on parle plutôt d'organisations de producteurs type Norabio qui sont à même de répondre à ces enjeux-là. Et là on voit à travers l'exemple de Norabio, mais je pense qu'il y en aurait eu beaucoup d'autres à restituer, et avec aussi beaucoup d'autres solutions trouvées, notamment dans le réseau des OEPB du réseau FNAB, où on voit ici des solutions, par exemple, comment on fait pour maintenir, dans ce contexte-là, des maraîchers diversifiés en 1 hectare. Comment, j'avais noté un deuxième exemple, comment, oui, tout simplement, on s'organise pour être logistiquement efficace. Ça aussi, hein, ça fait partie des questions de règles qui sont à régler d'abord dans les organisations de producteurs. Donc, l'avenir de la bio dans ce changement d'échelle, si on regarde un petit peu, on prend du recul en regardant différentes initiatives et expériences, c'est aussi les règles qui sont établies au sein même des organisations de producteurs bio. Ou mixtes d'ailleurs, hein. Enfin, on pourrait aussi ouvrir le débat très largement à cette piste-là. Et dernier point, je dis 3 points selon moi, les règles, vous voyez, dans les partenariats, les règles en interne pour les producteurs bio. Et puis, j'ai aussi envie de parler de ce que volontiers, moi, j'appelle le projet. Le projet, c'est aussi comment on se projette, hein, comment on se jette en avant et on se projette sur l'avenir. Je vais juste faire un petit détour par une anecdote. À quoi ça sert les études du type qu'on a vu là, la bio en 2020, 2050, je ne sais plus trop, qui nous disent ça? Dans la vie professionnelle des gens concernés, ça ne leur sert pas tant que ça, ça leur sert autant à anticiper l'avenir qu'à le construire. C'est-à-dire ce genre d'études, c'est sur la base de quoi on va ensuite décider d'investir, de construire des réseaux de magasins spécialisés en centre-ville quand on s'appelle par exemple Auchan ou Carrefour. Donc de la même façon, à quoi ça sert une charte comme la charte de la FNAB? Je pense qu'on est peut-être parfois tous tentés de dire bon, ok, c'est des belles promesses, des belles intentions, etc. Évidemment, il ne faut pas être naïf sur, je veux dire, ça pas, même la loi peut être contournée, donc ça, je veux dire, c'est des choses qui peuvent aussi être contournées, mais quand même, ça fixe un cap, ça fixe un repère pour le futur. Et donc, c'est aussi l'expression d'un projet, qui est un projet qui est souvent dans ce cadre typique de charte, hein, dans des tas de domaines, vous avez sûrement connaissance d'autres chartes, qui sont souvent co-construites entre les acteurs, chacun définissant finalement comment il envisage son modèle ici de bio pour le futur. Donc ces projets, je pense qu'ils sont aussi indispensables pour l'avenir. Autrement dit, si on ne fait pas l'effort de définir ce qu'on souhaite, de définir ces modèles, ces projets, bah, finalement les choses se font au fur et à mesure, sans véritablement de cap, et l'avenir, bah, après on pourra, je veux dire en quelque sorte,
dire bah oui, c'était joué d'avance, évidemment, machin est rentré dans le jeu, ça a grossi, ça s'est perverti, ainsi de suite. Non, fixer ses repères, c'est aussi se donner des chances de construire un avenir qu'on juge plus souhaitable. Parfait, merci Ronan pour cette analyse. Stéphanie, donc, en tant que présidente de la FNAB, une réaction à ce qui a pu être dit? Alors, je remercie Romain parce que finalement, il reprend un petit peu effectivement les éléments que je souhaitais aborder aussi sur, non c'est pas grave, hein, sur pourquoi on a organisé cette conférence et pourquoi effectivement on a fait le choix volontaire de mettre plus au cœur du débat aujourd'hui les acteurs de la grande distribution, plutôt qu'effectivement de mettre en avant nos partenaires historiques qui sont effectivement le réseau des AMAP pour la vente directe ou les réseaux spécialisés comme le réseau Biocop. L'idée, c'est effectivement d'essayer de rassurer aussi, puisqu'on vit quelque chose une période de vague de conversion sans précédent, et on sentait au sein de la part des producteurs, d'un certain nombre d'acteurs, des craintes qu'effectivement cette arrivée massive de conversion engendre une déstabilisation des marchés, la baisse des prix, etc. Enfin bref, tout ce que vit l'agriculture conventionnelle. Donc l'idée, c'était de faire exprimer aussi les acteurs qui font partie du marché de la bio, sur le fait que oui, aujourd'hui, la consommation est là, oui, demain, nous, on a besoin de produits bio, et donc, rassurons-nous collectivement sur ces vagues de conversion, on va arriver d'accueillir tout le monde. C'est important pour nous de souligner ça. C'est important aussi, je souhaitais le rappeler, de souligner l'engagement des consommateurs dans cette histoire, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on en est à cette situation. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'origine de leurs produits, à la qualité de leurs produits, et au regard des crises alimentaires à répétition, ils se tournent de plus en plus vers l'agriculture biologique. Et c'est grâce effectivement à l'agriculture biologique et aux valeurs qu'elle porte qu'aujourd'hui on a cette situation bien. Les producteurs, l'engagement des producteurs, effectivement, on l'a rappelé, nous, au travers d'un communiqué de presse commun qu'on vient de faire avec ce qu'on appelle effectivement les OEPB, les organisations économiques de producteurs bio. Aujourd'hui, on est prêt à accueillir ces nouvelles productrices, ces nouveaux producteurs dans le réseau, à les accompagner à changer de système. Je dois souligner que c'est quelque chose d'extrêmement fort, que c'est pas simple pour ces gens qui changent de système, et qu'aujourd'hui ils ont besoin d'être accompagnés collectivement, et qu'on veut être là pour les accompagner, mais à condition d'avoir les moyens financiers de le faire. Et donc j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a des enjeux forts de crédit de la part de l'État notamment. Donc moi, ce que je voulais souligner, c'est que tous les signaux donc sont au vert. Il faut s'en réjouir, s'en féliciter, car les enjeux sociétaux sont majeurs sur la protection de l'eau, la santé, la biodiversité, etc. Ce que nous vivons est à la fois passionnant, euphorisant, et en même temps nous met tous face à notre responsabilité au regard de cette évolution. L'agriculture biologique doit changer d'échelle sans perdre ses valeurs et ses fondamentaux. Donc, elle devra se construire sur des bases de filières durables, équitables, rémunératrices pour les productrices et producteurs bio. Ça, c'est ce qu'on a écrit au sein de la charte, et au sein desquels tous les acteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, ont leur place. Elle devra donc être exigeante, cohérente, en démarche de progrès permanente par rapport à l'autonomie des fermes, l'autonomie fourragère, l'autonomie énergétique, par rapport à l'innovation dans les relations sociales, par rapport à la résilience sur notamment les aléas climatiques et économiques. Donc la coopération entre acteurs, on l'a entendu, la solidarité, le lien avec le territoire doivent rester au cœur de ce développement. Je rappellerai juste pour info la campagne nationale qu'on vient de mener avec tout notre réseau. Bio et local, c'est l'idéal. Partout en France, on a créé environ 500 événements qui réaffirment notre volonté de recréer du lien avec les consommateurs au plus près des territoires. Donc ce projet sociétal est clair. C'est celui-là qu'on a présenté, qu'on a souhaité présenter aujourd'hui aux grandes surfaces
pour qu'elle se l'approprie quelque part et qu'elle voit qu'on voit ensemble en quoi on construit quelque chose ensemble. Moi, j'ai entendu dans les intervenants, que je tiens d'ailleurs à remercier, parce que c'est forcément un exercice qui n'est pas facile pour eux, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans un terrain conquis chez les bio. Et donc, moi, je tenais à remercier donc, Philippe Bernard de Carrefour, Arnaud Brulaire de Picard, et puis Luc Deschottes de Auchan, d'avoir accepté d'intervenir et de témoigner de l'engagement de leur entreprise dans la bio. Moi, j'ai relevé l'engagement sur l'interdiction des OGM, l'engagement sur l'autonomie par rapport à l'alimentation animale. C'est extrêmement important pour nous, c'est même primordial pour le développement de la bio demain. Leurs engagements sur des aspects énergétiques, un engagement sur le long terme, c'est-à-dire une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'ils mettront dans leur magasin demain et comment effectivement ils installeront peut-être des gens demain. L'engagement sur l'origine française des produits, mais ça je pense qu'en fait, je ne sais pas si c'est un engagement de leur part ou c'est plutôt le consommateur qui l'exige. Moi je suis même convaincue que c'est plutôt le consommateur bio qui exige l'origine française des produits et même l'origine la plus locale possible, et c'est bien pour nous. Et l'engagement des acteurs en prenant la globalité des enjeux, effectivement, et pas qu'une lorgnette. Alors, effectivement, je mettrai un bémol sur ce qui a été dit, c'est sur l'enjeu de dire est-ce qu'on répond aux consommateurs toute l'année. Ça, c'est clair que ça a été souligné par quelqu'un de chez nous. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on retravaille avec les enseignes, parce que pour nous, non, il n'est pas nécessaire de vouloir avoir des tomates toute l'année. Ça a trop de conséquences, on a eu trop en agriculture conventionnelle sur la spécialisation des structures, sur l'usage énergétique à outrance, notamment avec les serres chauffées évidemment. Donc pour nous, il faut vraiment retravailler ce sujet, à la fois sur le fait qu'il faut éduquer aussi le consommateur sur la qualité des produits. On n'aura pas des belles tomates rondes ou des carottes super droites tout le temps en bio, ça c'est clair, et on le revendique comme ça. Le travail avec des variétés anciennes fait qu'aujourd'hui elles ne sont pas mises à mettre dans des caisses standardisées, donc il y a tout un travail de logistique à refaire là-dessus. Et nous aurons aussi un rôle évidemment de rester attentifs pour qu'entre les paroles et les actes, nous soyons bien sur la construction d'un nouveau modèle agroalimentaire qui soit bien sur le mieux-disant, bien-être, équitabilité, solidarité, et non pas sur le moins cher possible. Des nouvelles règles sont à définir entre nous. L'équilibre doit être trouvé aussi entre le développement des différents circuits de commercialisation. Il n'est pas question pour nous de privilégier l'un plutôt que l'autre, même si évidemment, pour les producteurs, le lien direct avec le consommateur est essentiel. Au travers de cette conférence, mais aussi des différentes réunions à venir qui vont avoir lieu à l'Agence Bio, ou les Assises de la Bio le 14 novembre, le dialogue entre tous les acteurs va se poursuivre et s'intensifier. Nous devons avancer concrètement sur la sécurisation des approvisionnements dans les entreprises et chez les distributeurs, avec des contractualisations qui donnent de la lisibilité, mais en tenant compte des spécificités de l'agriculture biologique, je viens d'en parler, et des réalités des producteurs et des terroirs. La FNAB et les organisations économiques de producteurs bio feront ensemble des propositions concrètes. Et au-delà des acteurs qui se mettent en mouvement, qui se mobilisent sur le sujet, il y a un rôle essentiel des pouvoirs publics qui devront, dans les mois qui viennent, encourager et conforter cette dynamique. Aujourd'hui, le constat est sans appel. Le budget prévu par l'État et les régions pour accompagner les conversions bio et aussi pour reconnaître les services environnementaux et sociaux des productrices et producteurs est insuffisant. Il manque près de 120 millions d'euros sur les budgets 2015 et 2016 pour accompagner l'ensemble des productrices et producteurs. Il faut donc des choix politiques très clairs qui doivent être faits et nous attendons des déclarations dans les semaines qui viennent. On espère rapidement parce que c'est un sujet qui dure depuis de nombreux mois maintenant. Avec 21 nouvelles fermes bio par jour, nous devons faire en sorte que tous ces productrices et producteurs qui arrivent réussissent leur conversion. Ce passage est délicat, difficile. Cela consiste à remettre fondamentalement en cause le système dans lequel on était installé. C'est un pas dans l'inconnu qui peut être très angoissant et déstabilisant.
mais en même temps, on est prêt à les accompagner. Et moi, je voudrais les remercier de venir nous rejoindre au sein de l'ensemble du mouvement bio. Je réaffirme évidemment le souhait de les accompagner, de l'ensemble de nos réseaux, de les accompagner à condition d'avoir des conditions décentes et des moyens adéquats. On a des enjeux très forts de financement de notre réseau, à la fois au niveau de l'État, mais au niveau des régions. Il faut qu'on soit en capacité de poursuivre notre travail. Voilà, on a réaffirmé nos objectifs, nos ambitions au travers de notre charte. On veut maintenant la faire vivre, la partager, l'enrichir à l'échelle locale comme à l'échelle européenne, parce qu'elle porte ce qu'il y a de plus précieux pour nous, faire en sorte que l'humain reste au cœur de l'agriculture et de l'alimentation bio de demain. Au-delà d'un marché, mesdames et messieurs, chers amis, nous devons porter un projet d'une société humaniste et solidaire. Merci à vous. Merci Stéphanie. On va donner maintenant la parole à Florent Gull, donc directeur de l'agence bio, et donc pour conclure cette assemblée. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous ceux en tout cas que j'ai pas pu saluer jusqu'à maintenant. Donc quelques mots rapides quand même pour compléter tout ce qui a été dit et qui est assez proche de ce que je pourrais apporter, puis peut-être qu'on aura quelques minutes d'échange aussi possible après. Simplement rappeler dans les objectifs et les outils surtout que l'agence bio a à sa disposition et surtout met à la disposition de l'ensemble des acteurs de la bio aujourd'hui. Je voudrais faire focus sur les trois grands axes qu'on a. Alors, le premier, c'est toute la question évidemment de l'observatoire des données en bio. Ça a été en particulier montré tout à l'heure par Samuel en introduction. C'est ce qui nous permet effectivement de donner un certain nombre d'éléments le plus possible, je dirais, en temps réel, et puis idéalement, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec une avance de phase. Alors il n'y a pas que des données qu'on fournit nous, il y a d'autres opérateurs qui en font, sur effectivement comment anticiper la demande du consommateur. Stéphanie Pajot y revenait à l'instant, et beaucoup l'ont dit cet après-midi. C'est évidemment le moteur qu'on doit tous avoir, et pour avoir travaillé encore récemment au ministère de l'Agriculture sur l'ensemble des filières, qu'elles soient bio ou pas bio, je trouve que c'est quand même un des gros avantages qu'on a dans notre secteur. C'est peut-être d'ailleurs lié au fait que ce secteur est en développement et pour l'instant à un niveau encore malheureusement un petit peu faible en volume quand on regarde bien. On a en tout cas l'ensemble des acteurs qui travaillent quand même beaucoup orientés vers la demande des consommateurs. Et il ne faut surtout pas qu'on perde cette ligne de mire-là, parce que c'est elle qui doit dicter la suite de nos travaux. Donc on a un observatoire national de la bio. On essaye de fonctionner aussi beaucoup avec des observatoires régionaux qui aujourd'hui ne sont pas forcément dans toutes les régions dans le même état de fonctionnement, notamment suite à la fusion des régions qui a eu lieu en début d'année. Mais on espère assez vite retrouver ces partenariats dans chaque région, de façon à, d'une part, qu'on puisse diffuser de l'information découpée et remise en forme pour chacune des régions, mais qu'évidemment, dans l'autre sens aussi, des informations remontent des régions pour alimenter la base nationale de données. Donc c'est vraiment un travail dans les deux sens qui doit fonctionner et qui a toujours été un élément clé, évidemment, du développement de la bio. Deuxième élément important, qui n'a peut-être pas été assez développé, en tout cas dans cette table ronde, un petit peu plus par la grande distribution tout à l'heure, mais je vais y revenir dans le rôle justement des structures comme l'agence bio, comme la FNAB, etc., d'appui, c'est le développement de l'ensemble de la filière et en particulier des outils intermédiaires, je dirais, entre producteurs et consommateurs. Donc tous les outils intermédiaires, qu'ils soient de la transformation, du stockage, de la logistique, de la distribution. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Si on veut changer d'échelle, je crois qu'on a devant nous aussi, je nie pas évidemment l'importance de la conversion des producteurs, mais ça Stéphanie l'a beaucoup dit, à juste titre, mais on a également bien entendu toute la question des différents outils de transformation et d'intermédiaires au sens très large du terme qu'il y a entre un producteur et un consommateur.
On l'a dit tout à l'heure sur la grande distribution, on n'a pas aujourd'hui, parce qu'évidemment il fallait faire des choix dans les tables rondes, la présence par exemple assez forte des acteurs de la restauration collective, mais c'est aussi un sujet. Si aujourd'hui on a un peu l'impression, alors suivant les régions, etc., mais de plafonner un petit peu dans l'introduction de la bio en restauration collective, voire même ponctuellement à certains endroits de régresser un peu, c'est aussi parce qu'à certains endroits, les choix qui ont été faits dans certaines restaurations collectives amènent à ce qu'on ne puisse plus forcément travailler de produits frais. Alors on peut le regretter, on peut faire évoluer les outils de ce type-là, on peut aussi réfléchir à des outils intermédiaires de transformation, comme ça a été le cas dans pas mal d'endroits en France, qui permettront de se réapproprier le marché de façon plus large de la restauration collective avec des produits bio, parce qu'on aura su proposer des produits transformés, prêts à être davantage utilisés dans des outils de restauration collective demain. Et puis il y aura effectivement du coup la question de la saisonnalité. Il ne s'agit pas bien sûr de défendre le fait d'avoir de la tomate fraîche en rayon ou à déguster en restauration collective quand ce n'est pas la saison, mais par contre effectivement imaginer des produits grâce à la congélation, la surgélation, la transformation diverses et variées qui permettent de répondre à cela. Donc ça, c'est le deuxième sujet qu'on traite à l'agence, alors en particulier en pilotant ce qu'on appelle le fonds Avenir Bio, qui nous permet de soutenir un certain nombre de projets, mais j'y reviendrai en conclusion sur les assises de la bio que Stéphanie a annoncé à juste titre tout à l'heure, le 14 novembre prochain. Troisième axe fort de notre travail, c'est évidemment la communication. C'est parfois, en tout cas du côté d'un certain nombre d'acteurs, dont le grand public et les fameux consommateurs dont on parlait, la façon dont on est le plus connu à l'agence, effectivement. Alors ça prend plein de formes différentes. Comme tout à l'heure, certains m'en ont parlé, je peux prendre en termes d'actualité. On diffuse actuellement sur les ondes de pas mal de grandes radios généralistes, privées, un message sur la consommation bio, sur le fait d'essayer de continuer à développer une image positive de la bio. Je fais un petit focus sur ce message parce que, alors évidemment, la plupart d'entre vous l'ont peut-être pas entendu, simplement pour vous dire comment il est bâti aujourd'hui. C'est pas la première fois, ça fait plusieurs années qu'on a des campagnes de publicité radio. Jusqu'à maintenant, on avait tendance à être, si je puis dire, très didactique. C'est-à-dire que dans notre message, on disait « Venez consommer des produits bio, c'est bon pour la biodiversité, c'est bon pour l'eau, c'est bon pour le développement de l'environnement en général, etc. » On a fait le choix cette fois-ci de changer un peu notre fusil d'épaule parce que justement, ça illustre cette question de changement d'échelle. Comme le dernier baromètre qu'on a fait en fin 2015 à l'agence Bio indiquait que 89% des Français affirment avoir consommé dans l'année au moins un produit bio et que plus de 65% l'ont fait régulièrement au cours de l'année 2015, on s'est dit on n'est plus dans le même paradigme. On a maintenant des consommateurs convaincus. Pas encore à un niveau de consommation suffisant, mais ils sont rentrés dans le champ. Les 11% restants, je ne sais pas s'il faut s'en désespérer ou continuer à essayer de les convaincre, mais en tout cas, le plus important, c'est de dire on a 89% de personnes qui ont fait le pas. Et ils l'ont fait pour plein de raisons, globalement autour de ces questions d'environnement, de santé, de bienfaits pour eux, pour la planète, etc. Donc, on n'a pas envie de revenir là-dessus en se disant... À la limite, peu importe pour quelles raisons ils l'ont fait, ce qui est important, c'est que ça soit leur raison et que ça reste un moteur important pour la suite. Donc voilà, ce qu'on a proposé dans ce message radio, c'est de dire aux gens, venez nous le dire. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a comme outil pour le raconter? On a une page Facebook qui s'appelle Agriculture biologique, que nous, on anime, mais qui est évidemment très ouverte, comme tout outil de ce type-là. On a aujourd'hui, alors ça change tous les jours en ce moment, parce qu'avec cette campagne radio, on gagne à peu près 1000 fans par jour, mais on est à peu près 185 000 personnes qui se retrouvent sur cette page, qui échangent des raisons pour lesquelles ces personnes sont aujourd'hui convaincues que c'est bien de consommer. Alors en plus, c'est rigolo, parce que dans les messages, on voit des producteurs aussi qui arrivent en disant « je consomme bio », mais je voulais aussi dire « je produis aussi bio ». Donc c'est intéressant d'avoir ça. Et puis ça échange des recettes de cuisine, ça échange des lieux de consommation possibles. Moi, j'ai vu l'autre fois quelqu'un qui dit moi je suis dans tel coin, je suis désolé, moi j'aimerais bien consommer bio, mais c'est pas possible. Et quelqu'un qui lui répond en disant si, voilà la liste des AMAP ou des magasins à proximité de chez vous. Et tout ça, c'est fait sans aucune intervention, encore une fois, de quelqu'un un peu descendant qui serait l'animateur de cette page. Alors de temps en temps, ça nous arrive d'intervenir au même niveau que les autres, mais pas plus, quoi. Je crois que ça, c'est quelque chose de très déterminant sur la suite. On a un mouvement de personnes qui se revendiquent maintenant comme étant consommateurs bio et ont envie d'aller plus loin. Il faut aussi qu'on attrape ça, donc ça rejoint tout à fait le travail de la charte que vous avez pu faire parce que ça capte le même sentiment.
Donc ça va du coup aussi pour nous sur des choses très grand public. Par exemple, on a une collaboration, j'en parle parce que c'est cette semaine, avec une émission qui passe sur France 5 de 19h à 20h30 tous les soirs, qui s'appelle C'est à vous, où il y a des gens assez connus. Hein. Hier soir, c'était Adriana Carambeu, par exemple, que j'ai eu le plaisir de croiser, du coup. Donc je trouve qu'on fait des métiers formidables dans la bio. Bon, il y avait aussi Stevie Boulet et Jean-François Copé qui étaient présents. Donc après, chacun jugera qui vous préférez rencontrer. En tout cas, dans cette émission-là, donc, où il y a effectivement des gens plutôt connus, où il y a, je crois, 800 000 téléspectateurs en moyenne qui sont devant leur écran, on partage, enfin les invités partagent avec les chroniqueurs un repas. Et donc 2 fois par an, pour l'instant, on installe des restaurateurs qui sont dans toute la France, qui travaillent 100% bio toute l'année et qui viennent faire à manger pendant ce repas et qui viennent expliquer en quoi c'est intéressant de travailler en bio, en quoi les produits sont plus intéressants, en quoi il n'est pas vrai que ça coûte plus cher de travailler en bio quand on fait de la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective, puisque hier, c'était un restaurateur de Saint-Jean-de-Luz, qui travaille effectivement pour des collèges du département. Donc on était bien dans la restauration collective et il a fait un repas délicieux. J'ai repris plusieurs fois du gâteau, je ne vous le cache pas. Donc voilà, donc, tout ça c'était pour faire un petit focus un peu sur la communication, pour bien dire qu'encore une fois, on n'est plus du tout dans des phénomènes de mode, de tendance. Il y a vraiment un changement de comportement des consommateurs, une vraie envie d'aller plus loin. Et donc je reboucle pour conclure avec ce que je disais. Donc on va effectivement organiser avec tous ceux qui veulent bien y participer, puisque c'est bien l'objet, puisqu'on parle d'assises, des assises de la bio nationale le 14 novembre prochain, qu'on a, si je puis dire, une demande du ministre de l'Agriculture que ce travail permette de rééclairer le plan Ambition Bio 2017 qui vivra évidemment sa vie jusque fin 2017 comme il était prévu, mais qui, dans cette accélération du rythme de la conversion et de la consommation en bio, mérite d'être re-regardé pour voir notamment si certains leviers ou certains blocages qu'on pourrait identifier pourraient être levés. Et encore une fois, sans vouloir évidemment faire le travail avant qu'il soit fait, ce qui serait évidemment désagréable pour tout le monde, mais on essaye tous un peu d'y réfléchir. Moi, il me semble quand même que la question de la transformation de l'ensemble des intermédiaires qui peuvent être plus ou moins nombreux entre producteurs et consommateurs est un vrai sujet. Il faut qu'on puisse proposer à ces nouveaux consommateurs notamment des produits qui ressemblent aussi à ce qu'ils cherchent. On a un certain nombre de consommateurs en France qui ne savent pas forcément ou qui n'ont pas le temps ou pas la volonté de transformer des produits frais. Alors au départ, ça fait bizarre de dire ça en agriculture biologique. N'empêche qu'on voit bien que l'augmentation de la consommation, elle est en grande partie due aussi à une offre des produits d'épicerie, de produits conservés sur lesquels il faut dire ce qui est, la différence de qualité avec les produits plus conventionnels qu'on trouve dans des magasins est quand même assez significative. Donc on a une vraie raison aussi de convaincre les consommateurs de venir à la bio par le biais aussi de ces produits qui ne sont pas forcément les produits originels qu'on identifiait en agriculture biologique, c'est-à-dire encore une fois plutôt des produits frais. Il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on soit imaginatif, innovant, inventif pour pouvoir répondre à cette demande un peu implicite, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas sur des choses formulées par les consommateurs, il faut faire confiance à des opérateurs, mais moi j'avoue que je préférerais demain que les innovations dans ce domaine-là viennent plutôt des acteurs qui ont quelques années maintenant de recul sur la bio, que simplement on laisse faire les transformateurs classiques uniquement pour s'emparer de ce sujet, de ce marché, puisqu'il faut bien parler comme ça, c'est bien ça dont il est question. C'est un marché aujourd'hui à presque 7 milliards d'euros à la fin de l'année en commercialisation de produits bio en France, qui augmente tous les ans actuellement entre 1 milliard et 1,5 milliard. Donc on est quand même sur quelque chose d'absolument phénoménal sur lequel il y aura des acteurs qui vont venir se positionner. La vraie question, c'est qui et pour faire quoi. Donc moi j'ai envie de dire, profitons notamment de ces assises, puis bien sûr de tous les mois et années qui vont suivre, pour nous emparer collectivement de ce chantier de la transformation, de l'amélioration des filières à tout point de vue. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, transformation, stockage, logistique, distribution, de façon à ce qu'on soit les meilleurs possibles pour des produits bio de grande qualité. Merci.